La conférence commence avec François Peyotte qui rend hommage à Richard Glenn et présente les nouvelles activités proposées, notamment une vidéothèque PSY située au même endroit que l'ancienne librairie Nostradamus. Il annonce également des interviews inédites de Bernard de Montréal, disponibles en vidéo et en cassettes audio, ainsi qu'une émission télévisée intitulée 2001 La jeunesse du réel. Ensuite, François Peyotte introduit le sujet de la pensée, notant que la pensée orientale a gagné en popularité en Occident ces dernières années, avec la montée des écoles de pensée hindoues, des centres de yoga et de méditation. Il se demande si la pensée occidentale est devenue incapable de résoudre les problèmes existentiels de l'homme et comment elle peut sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve depuis longtemps. Il évoque le phénomène de la civilisation et l'époque grecque, où des philosophes comme Aristote ont été récupérés à la fois par la science et par les religions. Il semble y avoir une critique implicite de la pensée occidentale jugée trop dogmatique. La conférence se poursuivra avec l'intervention de Bernard de Montréal sur ce sujet. Dans ce texte, il est évoqué la confusion engendrée par des doctrines philosophiques telles que la division binaire aristotélicienne entre le bien et le mal, le ciel et l'enfer, la vie et la mort. Cette pensée dualiste a influencé de nombreux penseurs contemporains, dont Sartre. De nos jours, deux thèses principales s'affrontent, celle de la société théosophique qui propose une fusion de l'Occident et de l'Orient, et celle de Rudolf Steiner qui cherche à retrouver les racines profondes de la civilisation occidentale. L'auteur suggère que les prédécesseurs d'Aristote, Héraclite et Socrate, avaient une vision plus unitaire de la pensée. Bernard de Montréal est interrogé sur son positionnement vis-à-vis de ces thèses, et il explique qu'il est nécessaire de créer une nouvelle pensée adaptée à l'homme moderne, plutôt que de se nourrir de la pensée ancienne. Il félicite l'homme nouveau, prochain homme sur Terre, qui pourra apprécier la pensée orientale et occidentale mais sans s'y limiter, et qui pourra dépasser les limitations psychologiques de l'ancienne humanité considérant la réalité à partir d'un nouveau point de vue. Dans cet extrait, il est souligné que le problème de l'homme actuel et de son évolution future réside dans la dualité de sa pensée. La pensée occidentale a utilisé la dualité pour permettre à l'homme de contempler les aspects positifs et négatifs de l'énergie mentale. Cela a conduit au développement d'une moralité sociale et d'une contemplation du bien et du mal. Cependant, dans la nouvelle époque, l'homme sera capable d'évaluer la dualité et de la dépasser grâce à une capacité de synthèse. Cette capacité lui permettra de combiner les opposés et de voir les aspects qui nourrissent ou détruisent l'homme. Il est souligné que la pensée orientale et la pensée occidentale font partie de l'involution de l'homme, et que l'homme nouveau sera libre des deux. En conclusion, il est mentionné que la pensée orientale est liée à l'évolution émotionnelle, mystique et spirituelle de l'homme, tandis que la pensée occidentale est liée à sa relation avec la matière et son utilisation. L'auteur explique que pour que la vie humaine soit harmonieuse, il est nécessaire d'équilibrer l'intérieur et l'extérieur de l'homme. Cependant, il affirme que les approches orientales et occidentales ont toutes deux été détournées. Dans la pensée orientale, l'homme était dominé par la recherche de l'expérience mystique, ce qui le mettait en danger car il pouvait être prisonnier d'entités dans des mondes invisibles. Dans la pensée occidentale, la recherche de la matière a conduit à une science qui menace l'humanité si elle n'est pas équilibrée par la spiritualité. La principale cause de l'ignorance de l'homme est expliquée par l'influence d'intelligence dans des mondes parallèles qui interceptent son énergie et le contrôlent à son insu. Cependant, l'auteur souligne que c'est à l'homme lui-même de retrouver son pouvoir et son potentiel créatif pour renouveler sa pensée. Les outils nécessaires lui seront donnés par lui-même. Cependant, l'auteur avertit que certaines entités ne veulent pas perdre leur pouvoir sur l'homme et gardent le secret pour maintenir leur contrôle. Ces entités se nourrissent des émotions humaines et vivent grâce à l'homme. L'auteur affirme que, dans une nouvelle ère, certains individus réussiront à briser cette chaîne de contrôle et à libérer l'humanité de cette manipulation psychologique. Dans cet extrait, l'auteur explique que l'humanité est enfermée dans une prison créée par des forces intelligentes et puissantes, qu'il appelle les porteurs de lumière. Ces forces ont aidé l'humanité dans le passé, mais elles cherchent maintenant à maintenir leur pouvoir sur elle. L'homme doit prendre conscience de cette situation et retrouver sa propre lumière, afin de se libérer de l'emprise astrale de ces forces. En retrouvant sa véritable identité, il pourra utiliser sa propre énergie et devenir un surhomme, affranchi des limitations planétaires de la conscience de l'âme. Cela permettra à l'humanité de créer une nouvelle race d'êtres lumineux, capables de dépasser le lien entre le corps et l'âme, et d'évoluer vers un monde parallèle. Cependant, ce monde reste peu peuplé car peu d'individus ont atteint ce niveau de conscience.
Dans cette interview, Bernard de Montréal explique que l'homme n'est pas réellement libre malgré son libre arbitre. Il explique que l'homme est en réalité influencé par des intelligences évoluant sur des plans parallèles, qui agissent comme des prédateurs. Il distingue des bons et des mauvais prédateurs, mais souligne que le problème est que nous ne pouvons pas reconnaître les bons prédateurs. Selon lui, le libre arbitre est une prison dorée car l'homme croit être libre dans ses choix, mais il est en réalité limité et conditionné par ses intelligences. L'homme ne peut pas facilement réaliser que ce n'est pas lui qui pense, mais que sa pensée est influencée par ses intelligences. Ces pensées créent une tension en lui afin de maintenir sa conscience. Sans cette tension, l'homme vivrait un vide, ce qu'il ne peut pas supporter car son ego est habitué à un faux plein. Ainsi, l'homme est continuellement pris dans le jeu de la montagne russe de l'ego. L'objectif de l'homme est donc de se libérer de ses influences et de trouver sa véritable liberté. L'ego doit apprendre à distinguer entre sa propre pensée et les pensées qui proviennent d'entités extérieures. Lorsque l'ego est conscient de cette distinction, il peut rejeter les pensées non intelligentes et accueillir les pensées créatives. Ainsi, l'homme peut se libérer du mental collectif et devenir libre. Le concept de être ou ne pas être est considéré comme de l'ignorance et de la stupidité, un jeu de l'esprit. La question de l'existence n'est pas pertinente dans la vie quotidienne. L'homme sait qu'il existe par ses actions et ses sensations. La pensée occidentale a apporté des avancées scientifiques bénéfiques, mais l'astral a également influencé la pensée occidentale, ce qui peut être problématique. L'évolution de la science repose sur l'expérience, ce qui est positif. L'homme a la capacité d'établir des lois scientifiques lorsqu'il parvient à faire correspondre ses actions dans le laboratoire avec l'organisation symbolique qu'il donne à la matière. Cependant, la science actuelle est souvent mêlée à l'astral et peut être dangereuse pour l'homme. Pour que la science soit réellement bénéfique, l'homme doit être conscient et épuré dans sa pratique scientifique. Cependant, dans les domaines de la philosophie, de la métaphysique, de l'ésotérisme, de l'occulte et de la psychologie, l'homme n'a pas de moyen absolu de vérifier la réalité à partir des données qui lui viennent de l'astral. Sa pensée actuelle est influencée par son émotivité et son mental, plutôt que par sa propre lumière intérieure. C'est pourquoi l'ego de l'homme cherche constamment à être confirmé par d'autres, car il n'est pas sûr de sa propre pensée. Lorsque l'homme aura suffisamment conscience de lui-même, la science évoluera et deviendra beaucoup plus subtile, avancée, conscientisée et magique. Cependant, il est important de ne pas mélanger la science avec l'astral, sinon cela pourrait conduire à la destruction. Pour que l'homme puisse être libre, il doit comprendre les mécanismes de la programmation qui le gouvernent et les liens qui le relient à son environnement. Cependant, il n'est pas nécessaire de connaître toutes les connaissances ésotériques et occultes. Ce que l'homme a besoin de savoir aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas celui qui pense. Il doit réaliser qu'il n'est pas toujours celui qui crée sa pensée, ce qui ouvrira la voie vers une évolution personnelle et une nouvelle perspective de la réalité. Dans cette interview, Bernard de Montréal affirme que l'homme n'est pas conscient de ses propres pensées et qu'il est utilisé par des forces extérieures. Il explique que l'homme doit prendre conscience de cette influence et apprendre à vivre avec ses propres pensées pour se sentir bien et réaliser sa véritable nature. Il remet également en question l'injonction de Socrate « Connais-toi toi-même », affirmant que l'homme ne peut pas se connaître sans comprendre comment il est construit. Il critique également l'espoir, le considérant comme une drogue qui maintient les hommes inconscients et dépendants des systèmes. Il appelle à un dépassement de ce système d'espoir et refuse la divinité qui en découle. Aujourd'hui, l'homme est toujours sollicité par les dieux qui lui font miroiter des distractions et des plaisirs éphémères, tout comme Calypso proposait l'immortalité à Ulysse. Cependant, il y a une différence majeure. Nous sommes à la fin d'une époque, et les dieux le savent. Ils savent qu'Ulysse va devenir immortel sans leur aide, qu'il ne souffrira plus de sa situation avec Pénélope et qu'il deviendra leur plus grand danger. L'homme nouveau devient l'ennemi numéro 1 des dieux et de l'astral. Les dieux se rendent compte que l'involution tire à sa fin et que l'homme va retourner à sa lumière, devenant lui-même un dieu. Cela signifie que nous allons enfin avoir la paix. Il est important de souligner que l'homme a atteint ce stade grâce à une relation étroite avec les intelligences mortelles, présentes sur d'autres plans. Ces intelligences, qui sont de haute vibration, comme des êtres ascendants ou des guides spirituels, ont joué un rôle essentiel dans le développement de l'homme, lui donnant l'impression d'être libre. Mais cette époque prend fin maintenant. L'individu doit prendre le contrôle de son énergie,
transcender les aspects émotionnels et mentaux inférieurs créés par ces intelligences. Par exemple, si une personne est toujours coupable, elle doit réaliser que c'est une illusion et la dépasser. L'usage constant du jeu a été créé par ces intelligences pour maintenir l'ignorance de l'homme. La nouvelle psychologie sera basée sur la compréhension de cela et sur la transition vers l'utilisation du tu. En somme, nous sommes à un tournant où l'homme doit prendre conscience de son potentiel divin, transcender les illusions créées par les dieux et les intelligences mortelles, et prendre le contrôle de son énergie pour évoluer vers la lumière. Dans son discours, D parle de la nécessité de faire preuve d'intelligence et de refuser les provocations violentes. Il critique ceux qui cherchent à rabaisser les autres et encourage au contraire à privilégier la compréhension et l'évolution personnelle. Selon lui, une fois que l'homme commence à comprendre, il évolue naturellement. Il affirme que cela se produit sans avoir besoin de voyager ou de suivre des études. L'animateur le remercie et le public applaudit.